assez pratique parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, donc ça, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Chargé de développer toute idée susceptible de faire avancer le groupe Danone ou ses marques au niveau marketing, social ou sociétal. C'est Franck Rigoux, le précédent président de Danone, qui m'a recruté, avec cette fonction, en fait, effectivement très singulière. Alors aujourd'hui, il y a des mots, ça s'appelle des corporate hackers, par exemple, mais à l'époque, il m'appelait Électron Libre, donc ça fait 20 ans que je suis chez Danone. Électron Libre ou agitatrice d'idées. Et donc cette singularité, c'est d'être sans équipe et sans argent au départ. Donc au début, ça m'avait un peu surpris, et aujourd'hui, j'adore vraiment ça, parce que quand on a un nouveau président, donc Emmanuel Faber, qui m'a dit peut-être que maintenant tu voudrais de l'argent, des équipes, etc. J'ai surtout pas de changer rien, parce que ça veut dire en fait que chaque fois que j'ai une idée, sûrement comme vous d'ailleurs, à des moments, je dois aller convaincre des gens chez Danone de mettre de l'argent dessus. Et je dois convaincre des gens chez Danone de m'aider à la porter l'idée. Parce qu'en plus, vous verrez au fur et à mesure de la présentation, j'ai un cerveau droit qui marche bien, mais alors un cerveau gauche complètement atrophié. Donc j'ai vraiment besoin de gens pour m'aider à mettre les choses en place. Alors, là où c'est quand même intéressant, c'est qu'en étant toute seule, finalement, ça a quand même du succès. Je suis quand même arrivée à développer pas mal de choses. Et quand je dis donc c'est atypique mais parfaitement reproductif, puisque vous ne pouvez pas dire « Ah non mais moi je ne peux pas le faire parce que j'ai pas l'argent qu'il faut, j'ai pas les gens qu'il faut », ben si on peut, on doit pouvoir. Alors comment on fait? Alors oui bien sûr, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais plutôt parler des succès, mais si on a la soirée, je peux parler des échecs aussi. Mais globalement, voilà certaines choses que vous connaissez, ou pas, notamment ça, je pense que vous les connaissez, les deux vaches. Et ben voilà, je suis là. Vous avez devant vous la vache allumette. Ça a disparu, le club de gym et votre corps sourit, mais ça a été à l'époque. Enfin bon, on va pas parler des échecs, on va parler directement de c'est quoi avoir des idées. En fait, c'est vraiment être. Moi, souvent, je me définis comme une éponge avec antenne. Je capte les choses qui passent dans l'air du temps et j'essaye de les connecter avec les gènes de Danone. Donc c'est très important d'être connecté à son environnement, d'être poreux, se faire confiance, se dire, parce qu'on n'a pas l'habitude de se faire confiance non plus. Quand on dit ah ça je le sens pas, on dit oui t'es gentil, tu ne le sens pas, tu vas faire des études pour voir. Non, en fait, vraiment s'autoriser à comprendre qu'en fait on est voilà, on voit ses amis, on voit sa famille, on voit les gens fonctionner et on doit en tirer des enseignements et se faire confiance. Et se faire confiance, c'est aussi faire confiance en son instinct, en son intuition. Et c'est vrai que l'école nous apprend à raisonner, elle nous apprend moins à penser et à laisser émerger ce qui vient. Et en fait, notre instinct, on dit que l'instinct ou l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Donc mais il faut le capter parce qu'avec cette vitesse, il passe vite. Donc il faut vraiment le choper et dire ah, il y a un truc là intéressant. Faire les choses tout autant avec son cœur, avec sa tête, si on veut réussir à convaincre des gens de nous accompagner, on a intérêt à ce que ce soit un projet qui soit vraiment chevillé au cœur. Et même pas peur, ça je crois que c'est important aussi. Parce que dans nos entreprises, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui n'osent pas trop faire les choses, parce que... Moi l'avantage en fait que j'ai, c'est que je ne ferai jamais rien d'autre que ce que je fais. Donc je n'ai aucun parcours de carrière, donc je peux y aller, parce que je ne suis pas en train de penser à mon prochain move, etc. Et même si ça fait donc 20 ans que je fais ça, j'ai l'impression comme j'invente des choses nouvelles sans arrêt, de toute façon, c'est comme si je changeais. Je ne fais que des choses que je ne sais pas faire. C'est ça aussi le même pas peur. Je fais beaucoup de choses. Dans une salle de gym, j'en avais jamais fait. Je fais un restaurant, évidemment, j'en avais jamais fait. Des choses comme ça. Alors, comment ça marche? Donc, je vais vous donner quelques exemples concrets. Comment aider à développer la culture biologique, et c'est les deux vaches. Comment aider les femmes à progresser en entreprise, et aussi les jeunes et les vieux, c'est Ève et Octave. Et comment contribuer à rendre les gens plus ouverts sur les cultures des autres. Et ça, j'ai un peu de tristesse parce que si je vous demande qui connaît les Danone du monde, et voilà. Alors, on continue. Merci. Je me sens moins seule. Alors, voilà nos deux vaches. C'est quoi l'histoire des deux vaches? Ça date de ces dates, ça date de 2006. On s'est lancé en 2006, à l'époque où un marché, on n'était pas le bienvenu parce que Danone était détesté par les gens du bio. Danone, la grosse entreprise qui fait des profits,
c'est détesté. Parler donc à des gens qui n'aiment pas les grandes compagnies, en utilisant des leviers qui ne nous sont pas familiers, puisque pour ces gens du bio, le mot marketing est un bonbon. Ça veut dire je te en fume. Alors, poser comme ça le challenge, en fait, l'idée de se dire, ok, on va se... Enfin, voilà, on avait décidé de rentrer dans le bio. À la même époque, Nestlé avait aussi décidé de se lancer dans le bio. Et ce qui est intéressant, c'est que Nestlé, ils ont pris la marque La Laitière et ils l'ont fait en version bio. En 2006, ça n'a pas plus marché que ça. Moi, je leur ai dit à mes camarades qui donc, avaient cette mission de se lancer dans le bio, j'ai dit, écoutez, c'est pas la peine d'aller sur ce marché si on n'a pas un rôle à jouer. Il faut qu'on trouve pourquoi on vient sur ce marché qui est déjà occupé par des tas de petites marques qui se débrouillent comme elles peuvent, mais qui se débrouillent. Donc, effectivement, c'est quoi le rôle à jouer? Et là, un jour, quelqu'un nous dit, vous savez, les agriculteurs bio, en fait, ils se convertissent, et puis à l'issue de cette conversion qui prend 2 à 3 ans, il y a tellement peu de gens qui sont intéressés par le bio à l'époque. Maintenant, je vous parle d'un truc et tout le monde est intéressé, mais en 2006, personne n'avait conscience des problèmes environnementaux. En 2007, il y a eu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, qui a commencé à résonner, mais il parlait surtout de attention à la lumière, faire du covoiturage, l'énergie, etc. Personne ne parlait d'alimentation. Du fait que la manière dont on va consommer, ce qu'on va acheter, a un impact sur, évidemment, l'agriculture. Et notamment en France, on est tous assez proches de nos agriculteurs. Finalement, on est tous agriculteurs, on a les marchés, etc. Personne ne peut imaginer, on ne pouvait imaginer à l'époque, que la France est un des pays les plus utilisateurs de pesticides et d'insecticides en Europe. Donc, on s'est dit, ok, ces fermiers, en fait, qui n'ont pas de débouchés, parce que personne n'achetait du bio, donc les fermiers, ils se convertissaient donc au bout de 3 ans, et il faut 2-3 ans pour se convertir, et à l'issue de cette conversion, comme personne n'avait envie de leur lait, 40%, parce qu'il est beaucoup plus cher, de leur lait repartait en conventionnel. Repartait quand les laits conventionnels n'étaient pas valorisés. Donc non seulement leurs vaches, du coup, elles étaient moins stimulées, donc elles produisaient moins de lait, mais en plus, ils ne le vendaient pas. Donc on s'est dit, ben voilà, on va sauver les fermiers du bio. C'est ça notre rôle, notre mission. Et on va aider, en fait, les gens à mieux comprendre ce qu'est l'agriculture biologique, pourquoi il faut consommer bio, pourquoi ça contribue à aider à ce que la planète soit en meilleur état et donc nous en meilleure santé. Et on va aussi essayer de dédramatiser ce sujet, le rendre plus joyeux. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, le bio est incompris. En plus, c'était vendu dans des magasins qui, à l'époque, effectivement, avaient un petit côté très austère. Personne n'avait envie de pousser la porte de ces magasins spécialisés, qui est un petit peu triste. Et donc, on a décidé d'avoir 2 porte-paroles de la cause. Ces 2 vaches-là, les 2 vaches du fermier du bio, avec elle, donc, qui a un rôle pédagogique, qui va venir expliquer pourquoi le bio, c'est important donc pour l'agriculture et donc pour la planète. Et elle qui a des taches en forme de fleurs, une petite frange et tout, qui est la rigolote. Et celle qui, je n'ose pas dire la vache folle, mais enfin elle est rigolote en tout cas. Et on a eu un comportement aussi à l'époque, là encore, j'ai l'impression de parler, mais vraiment il y a très très longtemps, parce que maintenant c'est évident qu'on ne fait pas plus que de la pub, mais à l'époque, on était les premiers à utiliser vraiment Internet, à parler aux gens, à adresser des communautés et à être dans la rue. Et pas à faire que des pubs. D'ailleurs, on n'avait pas d'argent pour faire des pubs. Ça, c'était très très bien aussi. On n'avait pas d'argent. Donc, comme ça, on nous foutait la paix. On faisait les choses de manière progressive. Et on a d'abord travaillé sur notre légitimité. On a expliqué pourquoi c'était important tout ce qu'on faisait avant de rentrer en puissance. Ça, c'était des étapes importantes. D'abord, oui, travailler sa crédibilité, sa légitimité avant de travailler sa puissance. Et on a fait des choses qui sont... Donc ça, c'est un Caravage, hein, vous le reconnaissez. Et par exemple, on faisait beaucoup de présence physique pour parler aux gens, etc. Et ça, par exemple, on était au RHT gratuit, on faisait des échantillonnages en disant merci d'avoir pris le train, ça pollue moins. Du coup, on vous récompense et on vous donne des bons de réduction ou des produits. Et là, par exemple, on était allé squatter l'inauguration du tramway
avec comme ça les deux vaches à me regarder passer le tram, bravo et tout. Alors, je me souviens, il y a la sécurité du tram qui nous est tombée dessus, la RATP. Bon, là en ce moment ils sont un peu ailleurs. En tout cas, ils ont sauté dessus. Ils me disent ah, c'est génial ce que vous faites, on vous donne l'autorisation de rester. Et j'ai jamais pris autant de photos avec des morts, j'ai compris ce que ça veut dire qu'être mini à Disneyland. Et des photos partout. Mais ça, voilà, donc ça a l'air anecdotique, mais regardez, c'est carrément ressorti dans la presse en disant voilà, qu'on n'hésitait pas à se déguiser en vache. Maintenant, bon, il y a Michel Augustin, enfin tout le monde fait ça, mais à l'époque c'était très très nouveau. Ce type de comportement. On invectivait les gens aussi d'être politiques, on leur disait mais envoyer ces cartes postales aux candidats à l'élection à l'époque, hein, c'était l'élection de 2007, exact, merci. Et on leur demandait de se positionner, de s'engager pour l'environnement. On a reçu pas mal de réponses d'ailleurs des candidats à l'époque. Et après, quand il y a Nicolas Hulot aussi qui leur a fait tout signer, c'est pour ça qu'on avait sorti en disant ok, si vous êtes élu, passerez-vous des promesses écologiques aux actes politiques, etc. Toujours avec un espèce d'un peu d'humour. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, cette marque, elle continue depuis le début à faire 20% de croissance, ce qui est énorme sur un marché complètement saturé, qui fait péniblement entre -1 et 1% les produits laitiers frais. Donc 20% c'est énorme, même si c'est tout petit, ça devient de plus en plus gros. Donc là, aujourd'hui, on a un nouvel ami, là, pour parler de biodiversité et d'état des sols. Donc c'est Éric Lelombric. Et on continue notre tâche, en fait, notre rôle, de faire à la fois de la pédagogie et puis de l'humour, et bien sûr, surtout, de faire des bons produits, parce que si c'est pas bon, on va refaire des claquettes et raconter n'importe quoi. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc, comme tout le monde s'est mis dans le bio, comme vous le savez, ben nous, on dit que nous, on n'est pas des moutons, on n'est pas des suiveurs. On continue toujours à être en avance, et notamment, on est devenu maintenant faire équitable, et on continue, et on contribue à la conversion à aider à la conversion des agriculteurs, etc. Donc il y a tous les trucs rigolos qu'on raconte, mais il y a tout le dur derrière, et notamment dans les produits, on a enlevé tous les additifs depuis très très longtemps. Et là, cette année par exemple, on a décidé d'arrêter d'innover, c'est-à-dire qu'il y en a marre de consommer dans tous les sens. Donc au lieu de continuer de vous sortir un lait de vache au guarana à gingembre, on continue surtout à travailler sur le packaging, à améliorer qu'il y ait de moins en moins de plastique, enfin, de creuser le sillon plutôt que de saupoudrer plein d'innovations, alors que les gens commencent à être un petit peu à avoir envie d'arrêter de consommer à tout craint. Voilà, alors je vais vous prendre un deuxième exemple, qui est ce programme AIDE, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont parlé, qui est un programme pour les femmes, pour aider les femmes à briser le plafond de verre. Alors, pourquoi c'est là un exemple que je prends? C'est pour dire que voilà, comment ça se passe quand on vous confie un sujet, mais qui vous intéresse, mais alors pas du tout. Donc ça, c'est Franck Ribou, il vient me voir et il me dit voilà, il y en a assez de ces femmes qui ne progressent pas en entreprise, hein, parce que chez Danone, comme dans beaucoup d'entreprises, il y a 50% de femmes en bas de la pyramide, 50% d'hommes, et plus on monte, plus on les perd. Et il y a 10 ans, puisqu'elle a 10 ans, c'était encore pire. Donc Franck Ribou a dit bon, mettez-vous dans une entreprise et faites-moi bouger tout seul. Bon, changez ça. Moi je regarde complètement effaré, je lui dis mais pourquoi vous me demandez ça? Moi je ne suis pas à la RH. Le sujet, je m'en fous. Je veux dire, je ne suis pas particulièrement féministe. Et ensuite, j'ai horreur d'organiser les choses. Alors, vraiment, merci. Et il me dit, eh ben, justement, ça m'intéresse de voir comment vous allez prendre ce sujet. Donc, là encore, je pense que ça doit résonner chez vous. Comment vous faites quand on vous confie quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout et que vous devez le faire? Eh ben, tout l'enjeu est de tordre ce truc de manière à ce que ça devienne votre bébé. Et moi, c'est vrai que les hommes, les femmes, ça ne m'intéressait pas particulièrement. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient eux-mêmes. C'est que les gens soient alignés avec qui ils sont, qu'ils ne soient pas voilà, obligés de sacrifier plein de choses pour réussir. Ça, c'était important. Et je m'apercevais que quand même les femmes, très souvent, elles pensent ou elles pensaient que eh ben, il faut sacrifier des choses, passer à travers les fourches codines des hommes, faire des choses que les hommes font pour réussir, et perdaient du coup leur diversité, leur qualité, ce qu'elles sont.